Donc, je vous propose la chose suivante. Donc, que l'on commence tout de suite. Je fais l'introduction. Pour dire simplement que je ne vais pas répéter trop ce qui est marqué dans l'invitation que vous avez reçue. Yannick Glemarek a une longue carrière en aide au développement, commençant par le terrain, au Vietnam, en Chine et dans d'autres pays, et une longue carrière aussi dans les réseaux des Nations Unies sur le développement et sur l'environnement. Il est maintenant… Développement et environnement. J'ai fait presque toute ma carrière sur la thématique développement et environnement. C'est ça. Et donc, développement et environnement, d'ailleurs. Donc, la question maintenant, c'est qu'il est le patron du Green Climate Fund, de Fonds vert pour le climat. Et c'est important qu'il a été créé en même temps, c'est au même moment, que la promesse des 100 milliards de dollars de transfert nord-sud à Copenhague, qui est un des problèmes de malentendu entre le nord et le sud pour la prochaine COP. Et la question est de savoir comment on va briser cette contrainte. Je l'ai connu donc, dans le cadre juste après le rapport 1,5 degré qu'a fait le GIEC, puisqu'il nous a demandé de faire un rapport pour les financiers, pour les financeurs, pour le monde financier sur les enjeux finance, développement, climat. Donc, on est toujours en train de travailler sur ce rapport et c'est pour ça que je dis qu'il m'a beaucoup sollicité dans les derniers mois. Donc, la règle du jeu est la suivante. Yannick va parler, mettons une demi-heure, quoi. Il prend le temps qu'il veut, il me dit qu'il peut faire plus court, c'est très bien. Puis Nadia pourra peut-être lancer le débat avec quelques réflexions personnelles qu'elle retire de cet exposé. Et on lancera bien sûr des jeux de discussion. On m'a fortement recommandé de fonctionner de la façon suivante. Vous levez la main, donc je sais ce que c'est normalement, je vous passerai la parole. Et bien sûr, ça va. Et je sais que Gaëlle Le Treut va surveiller. Vous pourriez mettre sur le chat et elle lèvera la main pour me dire s'il y a des questions qui sont très importantes et que vous aimeriez poser, et puis je ferai un brin de conclusion sur cette séance. Donc, je pense que je ne prends pas plus de temps, je fais 2 minutes, ce qui est quand même minimum. Donc, je répète, vous levez la main après l'exposé et puis je vous donnerai la main, quoi, c'est tout. OK, merci donc Yannick, tu peux y aller. Merci beaucoup Jean-Charles. Je vais donc utiliser une série de diapositives en anglais. Je m'excuse, donc j'espère que ce ne sera pas trop un problème. Et dans cet exposé, je vais essayer de décrire d'abord, de présenter d'abord très rapidement les efforts du Fonds vert pour le climat pour promouvoir les investissements verts et résilients au changement climatique dans les pays en voie de développement, avant de décrire de façon un peu plus approfondie certaines des initiatives récentes que nous avons lancées afin de promouvoir une relance verte après la pandémie de Covid-19. Donc, d'abord, quels sont les très gros enjeux du financement pour le climat? Comme vous le savez tous, la question du climat est extrêmement épineuse. C'est quelque chose qui a été une vraie contrainte pour toutes les négociations climatiques. Quels sont les grands déficits de financement auxquels on fait face? Les estimations des besoins en financement pour les infrastructures vertes varient entre 3 000 à 7 000 milliards de dollars par an. Si je prends les chiffres de la Banque mondiale et de l'OCDE, la Banque mondiale, l'OCDE et McKinsey ont estimé qu'il nous faudrait à peu près mobiliser 5 700 milliards de dollars par an pour promouvoir une croissance verte. 5 000 milliards pour promouvoir la croissance, 700 milliards de dollars supplémentaires pour s'assurer que ces investissements soient verts. En prenant l'hypothèse d'un certain pourcentage du PNB alloué par les gouvernements au financement des infrastructures, ils arrivent à un déficit qui varie entre 17 et 37 000 milliards de dollars à l'horizon 2030. Donc ça, il faut comparer ces chiffres colossaux avec les 100 milliards de dollars par an de l'accord de Paris qu'a mentionné Jean-Charles. Donc, les estimations en matière de déficit de financement pour les infrastructures vertes varient assez fortement de 3 000 à 7 000 milliards de dollars par an.
Et, en prenant les estimations de la Banque mondiale de l'OCDE et de McKinsey, c'est 5 700 milliards de dollars par an qu'il nous faudrait mobiliser pour une croissance verte. 5 000 pour la croissance et 700 milliards pour s'assurer que ça soit vert. Donc, en prenant des hypothèses d'investissement public de 2 à 4% du PNB, on arrive à des estimations de déficit qui vont de 17 000 milliards à 27 000 milliards de dollars à l'horizon 2030. Donc ça, il faut comparer ça avec les 100 milliards de dollars qui ont été promis dans le cadre de l'accord de Paris. Il est très clair que ce déficit de financement ne pourra être comblé qu'en utilisant l'argent public de façon très, très catalytique pour lever des fonds privés beaucoup plus importants. Et donc, la grande question, c'est quelles sont les grandes théories de marché qui pourraient nous aider à concevoir une stratégie pour catalyser ces financements privés. Voilà. Une fois de plus, mes excuses, ce semble être bloqué maintenant. Oh, gosh. Donc, il y a trois grandes théories de marché. La première théorie de marché, c'est celle de l'efficience des marchés. Donc, comme vous le savez mieux que moi, cette théorie postule que les acteurs des marchés financiers vont incorporer dans leur prise de décision toutes les nouvelles informations qu'ils vont avoir sur les impacts des changements climatiques sur les actifs et donc vont refléter ça dans les prix. Et donc, on pourrait avoir deux différents types de réactions. La première réaction, c'est que les acteurs du marché vont réagir de façon très progressive et réduire leurs investissements dans les actifs les plus exposés au changement climatique. Et donc, même si on a des impacts climatiques extrêmement importants, cela ne déstabilisera pas le système financier parce qu'ils se seront désengagés. La deuxième option avec l'efficience des marchés, c'est qu'en fait, tous les acteurs du marché vont sous-estimer les risques des changements climatiques, les risques des dérèglements climatiques du fait de l'absence d'information et donc vont rester exposés jusqu'au dernier moment à des actifs extrêmement sensibles au changement climatique. Il va y avoir une restructuration assez chaotique et cela pourrait se traduire par une crise financière colossale. Après, c'est libre à chacun de décider quelle est la théorie la plus simple, mais il y a un point commun entre les deux approches, c'est qu'elles ne résoudront en rien les problèmes de lutte contre les dérèglements climatiques. Dans les deux cas, les actifs verts, les investissements verts ne vont pas être soutenus. Il y a deux autres théories du marché qui sont aussi extrêmement utilisées par les agents, les intervenants dans ce secteur. La seconde théorie du marché, c'est qu'il faut permettre un ajustement des marchés. Plutôt que d'attendre une efficience naturelle, il faut à tout prix permettre un ajustement des marchés en facilitant l'accès à l'information. Et donc, par exemple, en rendant obligatoire que toutes les compagnies fournissent des informations sur leurs risques vis-à-vis des changements climatiques, tant risques physiques que de transition. Et donc ça, c'est cette théorie de l'ajustement de marché, c'est quelque chose qui, par exemple, a été promu de façon très forte par la Task Force on Climate Risk Disclosure.
Et ça, c'est une approche, et c'est donc là, au niveau politique, le point de concentration est souvent sur la fourniture volontaire ou obligatoire d'informations et les ajustements au travers de mécanismes de prix du genre taxe carbone ou élimination des subventions. Il y a une autre troisième théorie des marchés qui est aussi extrêmement importante en matière de catalyser les financements privés. C'est la théorie de transformation de marché. Alors, cette théorie, par contre, ne considère pas que l'information est l'élément le plus important. Cette théorie considère que les marchés sont quelque chose, sont pas une institution platonique qui nous vient du ciel, mais c'est une institution qui est façonnée au travers de politiques, et que pour pouvoir catalyser les financements privés, il nous faut lever les barrières au financement et lever les barrières à l'entrepreneuriat. Que l'information per se ne suffira pas à dégager, à promouvoir des investissements très importants et un entrepreneuriat très important. Et par exemple, avoir accès à l'information ne va pas permettre d'accroître les investissements. Si pour un entrepreneur, il faut passer 3 ou 4 ans pour pouvoir obtenir un permis d'installation d'une centrale éolienne. Et donc, ça, c'est les 3 grandes théories de marché qui façonnent la façon de penser et les stratégies de beaucoup d'institutions opérant dans le domaine des changements climatiques. Je suis désolé, là, je me bats contre ma PowerPoint. Non, mais c'est bon, là. Hein, c'est bon, là. OK. C'est bon, je crois que je compris maintenant comment ça marche. Alors, ça, c'était pour le décor général. Maintenant, le fonds vert. Le fonds vert le fonds vert est le principal mécanisme de financement de la Convention cadre des Nations Unies contre les dérèglements climatiques et de l'accord de Paris. Le fonds vert a été établi en 2010. Et capitalisé une première fois en 2014. Il a reçu 7,2 milliards de dollars. Et à la fin de l'année 2018, comme il était très, très clair qu'on aurait alloué toutes nos ressources d'ici la fin de 2020, notre conseil d'administration a décidé de lancer une première reconstitution financière et le Fonds vert a levé 10 milliards de dollars en octobre 2019 à Paris. La première réunion de reconstitution a été organisée par la France. Et la mission du Fonds vert est de promouvoir un changement de paradigme vers un développement sobre en carbone et résilient au changement climatique dans les pays en voie de développement. Donc, la première question pour le Fonds vert, c'est comment est-ce qu'on peut effectuer un tel changement de paradigme? Comment peut-on accélérer ces transitions? La théorie du changement du fonds vert est très axée sur la troisième théorie de marché, qui est qu'il nous faut à la fois lever les barrières au financement et lever les barrières à l'entrepreneuriat. Et donc, la théorie du changement du fonds vert se résume au fait que si on arrive à lever ces barrières au financement et à l'entrepreneuriat, les pays en voie de développement vont pouvoir s'engager vers un développement sobre en carbone et résilient au changement climatique parce qu'ils auront accès à des financements à long terme abordables et qu'un nombre important de projets bancables vont voir le jour. Donc, les barrières de financement, quand nous parlons de barrières de financement, nous parlons à la fois d'approfondissement des systèmes de financement financiers et des institutions financières domestiques. Il faut savoir, par exemple, que les 250 banques de développement national dans les pays en voie de développement ont très peu accès au marché des capitaux.
simplement 68 des 250 banques ont accès au marché des capitaux et les capitaux domestiques, les marchés des capitaux domestiques sont très faibles en règle générale. Une autre, donc c'est une première barrière très importante au financement. Une autre barrière clé au financement, c'est le fait que la plupart des financiers n'ont pas accès aux informations nécessaires sur les risques de physique et les risques de transition et les risques légaux posés par les changements climatiques. Donc là, on retrouve toute la théorie de l'ajustement des marchés. Et que beaucoup de financiers n'ont pas les produits nécessaires pour pouvoir investir. Certains financiers, les financiers institutionnels, par exemple, vont chercher des produits financiers à l'horizon de 20, 30, 40 ans qui vont concevoir, qui vont s'aligner avec un profil de risque très particulier. De plus, et pour beaucoup de ces produits financiers, il va falloir fournir une méthodologie très claire d'évaluation. Donc, il y a énormément de barrières au financement. Il y a aussi énormément de barrières à l'entrepreneuriat. On se retrouve souvent dans la situation où, pour une raison ou pour une autre, un financier est prêt à s'engager dans des financements verts dans les pays en voie de développement, par exemple tous les fonds d'investissement impact, et qui sont prêts à accepter des taux de retour parfois bien inférieurs à la moyenne. Et ces fonds d'investissement n'arrivent pas à trouver des projets bancables. Et il n'est pas rare d'avoir une demande pour des projets verts ou des produits verts 10 fois supérieure à l'offre, en fait. Et la raison, c'est parce que même s'il y a des dizaines de milliards d'opportunités de financement dans les pays en voie de développement dans le domaine des investissements verts, ces opportunités ne peuvent pas être traduites en projets bancables s'il y a des barrières du genre, ce que je mentionnais, du genre des 3 à 4 ans de travail pour pouvoir obtenir un permis d'opération, ou si vous devez faire venir quelqu'un de l'autre bout de la Terre chaque fois qu'une de vos turbines solaires a un petit problème technique. Et si vous avez un cadre, un investissement, un environnement pour l'investissement en règle générale très difficile. Vous n'avez aucune visibilité à long terme si le pays va s'engager ou non dans une transition, etc. Et donc, c'est pour ça qu'on se retrouve dans une situation assez paradoxale où on a des dizaines et des dizaines de milliards de dollars dans les pays de l'OCDE actuellement qui sont investis à des taux d'intérêt négatifs. Je crois qu'on parlait de 27 000 milliards dernièrement, et on a à peu près quasiment le même montant en opportunités d'investissement dans les pays en voie de développement, et avec des retours sur investissement qui, en théorie, pourraient être extrêmement attrayants, et l'argent ne passe pas de taux négatifs à des taux potentiellement très attractifs à cause de ces barrières au financement et de ces barrières à l'entrepreneuriat. Donc, la théorie totale du changement du fonds vert, c'est donc lever ces barrières au financement et ces barrières à l'entrepreneuriat pour quatre grandes transitions. La transition, pour pouvoir accélérer 4 grandes transitions, la transition énergétique, la transition dans le bâti, la transition dans les écosystèmes et la transition en matière de sécurité humaine. Au niveau des activités que nous soutenons 4 grands types d'activités en accord avec cette théorie du changement. La première chose que nous soutenons, c'est la formulation de stratégies et de politiques intégrées qui prennent en compte, qui essaient d'optimiser les synergies entre lutte contre les dérèglements climatiques, développement économique, protection de la biodiversité et autres priorités nationales. Nous pensons que si on arrivait à promouvoir des approches beaucoup plus intégrées entre le climat, l'économie,
les objectifs de développement durable, on pourrait réduire jusqu'à 40% les investissements totaux dont nous avons besoin pour une croissance durable. Actuellement, le Fonds vert est le plus financier, le plus important en dons pour tout ce qui est développement de stratégies et de politiques intégrées pour le climat dans les pays en voie de développement. On investit à peu près $1 million par pays et par an dans ce domaine. Et ce sont les pays qui décident de l'allocation de ces ressources pour être le plus à même de monter en puissance dans la lutte contre les dérèglements climatiques. Le deuxième type de résultat que nous essayons d'obtenir, c'est encourager l'innovation. Donc, si on peut réduire les investissements totaux nécessaires au travers de politiques intégrées, on peut aussi réduire le coût de la lutte contre le dérèglement climatique à partir de l'innovation. Et donc, ça peut être des innovations institutionnelles, ça peut être des innovations financières, ça peut être des innovations technologiques. Par exemple, les technologies digitales, les paiements par mobile ont permis de révolutionner les investissements dans l'énergie renouvelable décentralisée. Le troisième type de résultat que nous essayons d'obtenir, c'est la montée en puissance des innovations à plus fort potentiel. Et là, on utilise plusieurs types d'activités pour pouvoir permettre cette montée en puissance. Donc, l'un des plus grands leviers que nous utilisons, ce sont les financements publics-privés. Donc, utiliser un tout petit peu d'argent public pour pouvoir mobiliser des sommes beaucoup plus importantes du monde de la finance privée en réduisant les risques, en levant les barrières et en réduisant les risques de financement. Ça, c'est une des premières activités que nous avons dans ce domaine. L'autre type d'activité, c'est le développement, le renforcement des institutions financières nationales, donc banque de développement national, mais aussi, par exemple, lignes de crédit pour les banques commerciales et développement des marchés des capitaux domestiques. Et le quatrième type d'impact que nous essayons d'obtenir, c'est au travers de la dissémination des bonnes pratiques que nous avons été en mesure de soutenir et après promouvoir le développement et l'harmonisation de nouvelles méthodologies et standards pour la finance verte. Et donc, par exemple, une nouvelle méthodologie d'évaluation de certains types d'infrastructures qui prennent en compte les gains en matière de réduction de la vulnérabilité vis-à-vis du changement climatique. Quels sont les outils, quels sont les avantages comparés du Fonds vert pour pouvoir mener à bien ce qui est une théorie du changement, ce qui est une stratégie extrêmement ambitieuse. Nous avons été établis avec 3 grands types d'avantages comparés. Et le premier, c'est que le Fonds vert pour le climat est un partenariat totalement ouvert. J'ai passé la plus grande partie de ma carrière à travailler avec des institutions qui ne pouvaient entrer en partenariat qu'avec un nombre limité d'autres institutions. Par exemple, quand j'étais en charge des fonds multipartenaires de l'ONU, on ne pouvait travailler qu'avec d'autres agences de l'ONU. Et le Fonds vert peut travailler avec n'importe quelle agence à partir du moment ou institution à partir du moment qu'elle est accréditée au Fonds vert. Donc, qu'elle s'engage à poursuivre une lutte contre le dérèglement climatique en ligne avec notre approche et nos règles fiduciaires. Actuellement, on a 103 agences accréditées et donc ça comprend certaines des plus grandes banques commerciales au monde. Les Mitsubishi Bank, Deutsche Bank et CBC. En France, on travaille le Crédit Agricole et BNP Paribas
sont deux des agences accréditées. On travaille aussi avec Proparco et l'Agence française pour le développement. Et le fait d'être un partenariat ouvert nous permet d'encourager des alliances complètement inédites. Et par exemple, un des projets que je vais décrire a été mis en place par un fonds d'investissement privé, Pegasus, avec une agence multilatérale, IUCN, et avec une ONG, R20. Et donc, c'est totalement inédit. C'est quelque chose qui se faisait très peu. Des fonds d'investissement en capitaux privés avec des ONG et des agences multilatérales. C'est le premier avantage comparé que nous essayons d'utiliser pour mettre en œuvre notre stratégie pour catalyser les financements à échelle pour la lutte contre les changements climatiques. Le deuxième avantage comparé que nous avons, c'est le fait que nous soyons agnostiques au niveau du financement. Une fois de plus, j'ai passé le plus gros de ma carrière à travailler avec des agences qui ne pouvaient fournir qu'un type de financement. Par exemple, si nous ne pouvions fournir que des dons, toutes les barrières auxquelles nous affrontions devaient être des barrières politiques ou de renforcement des capacités. Et donc, parce que c'est la seule chose que nous pouvions financer en dons. Si nous ne financions que des crédits concessionnels, grosso modo, tous les problèmes devaient être des problèmes d'investissement dont le retour sur investissement devenait acceptable à partir à l'aide de crédits concessionnels souverains. Pour la première fois, nous avons ici une institution financière qui peut utiliser n'importe quel type de financement. Et si un projet vient nous voir, on peut et a un besoin, par exemple, d'investissement en capital, on peut le faire. Si ce projet a un besoin de garantie, on peut les fournir. Si ce projet a un besoin de dons pour le développement de politiques ou le développement d'un portfolio de projets, nous pouvons aussi le faire. Actuellement, on a à peu près un peu plus de 40% de notre portfolio en dons et à peu près la même somme en prêts, mais la part de nos investissements en capital et en garantie et en paiement pour les résultats va sans doute s'accroître de façon importante dans les années à venir. Et le troisième avantage comparé, c'est que nous pouvons prendre des risques importants, des risques financiers importants, si le retour en matière d'impact climatique le justifie. Et par exemple, si nous parlons d'un projet qui a un potentiel énorme au niveau de la lutte contre les dérèglements climatiques, nous pouvons fournir des investissements en capital de première perte ou des garanties en première perte, où nous pouvons fournir des prêts très, très concessionnels qui augmentent par exemple la durée de prêt. Au lieu d'avoir un prêt de 5 ans, on a un prêt de 10 ans, un prêt de 15 ans. Donc, avec ça, ce sont les trois avantages comparés que nous avons et pour pouvoir mettre en œuvre notre théorie du changement. Quelque chose de très important s'est produit cette année, comme nous le savons tous, c'est la pandémie de Covid-19 et qui rend encore plus important cette stratégie du Fonds vert et les avantages comparés que nous avons. La pandémie du Covid-19 nous a amené à soit un tournant, soit un point de basculement dans la lutte contre les dérèglements climatiques. Soit nous arrivons à verdir les 12 000 milliards de dollars de stimulus économiques qui sont actuellement en cours de préparation. Et si nous pouvons faire cela, nous pouvons rester dans les rails de l'accord de Paris, soit au contraire, nous avons ces 12 000 milliards de dollars de stimulus économique
sont investis comme en 2009 dans le même type de modèle de développement. Et pour se dire, par exemple, les champions nationaux comme les compagnies aériennes ou au nom de la sécurité énergétique, les compagnies pétrolières. Et là, par contre, on va arriver à un point de basculement où une fois que ces 12 000 milliards de dollars auront été engagés, nous n'aurons quasiment plus aucune chance de rester dans les rails de l'accord de Paris. Alors, il y a un article de Nature assez récent que je recommande pour bien visualiser quels sont les enjeux de ce verdissement de la relance après la pandémie de Covid-19. Selon cet article, si nous arrivions à verdir les plans de relance, on pourrait en fait entièrement décarboniser les émissions à partir des carburants fossiles à l'horizon 2050. Et ceci pourrait nous permettre de limiter la montée des températures à moins de 1,5 degré Celsius d'ici 2050. Et donc, on arriverait à rester en ligne avec l'accord de Paris, qui est de limiter la montée de limiter la hausse de la température moyenne mondiale à moins de 2 degrés Celsius et de mettre en œuvre tout ce que nous pouvons faire pour pouvoir la limiter à 1,5 degré Celsius. Et donc, si nous arrivions à verdir les plans de relance de l'après-Covid-19, nous pourrions rester à l'intérieur des objectifs de l'accord de Paris. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce que ces chiffres de 2 degrés Celsius d'augmentation des températures moyennes mondiales et 1,5 degrés Celsius veulent dire, il faut savoir que la dernière fois qu'on a approché 2 degrés Celsius d'augmentation mondiale était il y a 125 000 ans. C'était il y a 125 000 ans, durant la dernière période interglaciaire. Et durant cette période interglaciaire, le niveau des mers était entre 7 à 12 mètres au-dessus de ce que c'est aujourd'hui, et le monde était dévasté par des super tempêtes. Des tempêtes avec des vitesses de vent qui détruisent à peu près tout ce que nous avons aujourd'hui comme température. Donc, arriver à rester en dessous des 1,5 degrés Celsius, ça serait un exploit qui aurait un espoir inouï. Donc, le verdissement des températures, le verdissement des plans de relance de l'après-Covid nous donne une opportunité unique d'effectuer un tournant dans nos modèles de développement. Par contre, si nous ne verdissons pas ces plans, de relance, on arrive au schéma opposé où on pourrait atteindre dès 2050 1,9 degré Celsius. Donc, quasiment déjà dépasser l'objectif haut de l'accord de Paris. Donc, dès 2050, on pourrait se retrouver dans une situation que nous n'avons pas connue depuis 125 000 ans. Yannick, tu peux essayer de boucler dans… Je sais que tu as des cas à nous présenter. Oui, OK, je boucle alors. Donc, il y a deux grands défis pour pouvoir s'assurer que les plans de relance à la pandémie du Covid-19 nous permettent d'atteindre les objectifs de Paris. Le premier grand défi, c'est les verdir. Le second grand défi, c'est s'assurer que les pays en voie de développement puissent avoir accès au financement nécessaire pour pouvoir lancer leur propre plan de relance verte. Et si les pays du G20 ont été en mesure d'utiliser des instruments monétaires assez unorthodoxes pour pouvoir imprimer 12 000 milliards de dollars en utilisant le fait que
l'inflation semble juguler. La plupart des pays en voie de développement ont vu l'opposé. Hein. Ils ont vu une fuite des capitaux, ils ont vu un tarissement de leurs revenus fiscaux et une explosion de la pression sur leur budget. Et donc, ça, ce sont les deux grands défis auxquels nous devons faire face. Qu'est-ce que ça veut dire pour le Fonds vert au niveau de sa théorie du changement? Si nous retournons vers notre théorie du changement, c'est que nous avons augmenté nos investissements en tout ce qui est développement de politiques intégrées, donc pour intégrer lutte contre les changements climatiques, développement durable, mais aussi relance économique après Covid, la pandémie de Covid-19. Et nous travaillons actuellement sur de nouveaux programmes, de nouveaux produits financiers innovants qui devraient permettre aux pays en voie de développement d'accéder au financement sans augmenter la pression, le poids de la dette le poids de leur dette. Le troisième, autre type d'activité, nous sommes en train de piloter de nouveaux types de financement public-privé pour pouvoir s'assurer que les pays les plus vulnérables, le PMA et petits États insulaires, puissent aussi financer, bénéficier de ce type d'instruments. Et donc, je vais peut-être donner maintenant quelques exemples. Donc, pour le développement de politiques intégrées, comme je l'ai mentionné, on pense que ça pourrait réduire les besoins totaux de près de 40%. Et si en plus on peut intégrer la relance économique verte, l'impact sera encore plus fort. Ça devrait être normalement assez aisé d'intégrer lutte contre les changements climatiques, et relance économique et les objectifs de développement durable, parce que la plupart des activités prioritaires pour la lutte contre les changements climatiques, du genre par exemple construction verte ou énergie renouvelable ou protection des écosystèmes ou promotion de l'agriculture résiliente au changement climatique, sont aussi très créatrices d'emplois. Donc, devraient avoir un impact énorme au niveau de la relance économique. Prenons quelques exemples maintenant pour ce qui est des instruments publics et privés, des financements publics et privés. Prenons quelques exemples de nos projets. Le premier exemple que j'aimerais prendre, c'est celui d'un projet de un peu plus de $1 milliard de promotion de l'énergie solaire et hydroélectrique intégrée. Donc ce projet utilise pendant la journée l'énergie solaire pour pomper de l'eau de la mer vers un petit plateau et pendant la nuit, au travers d'un tunnel, cette eau de mer qui a été pompée génère de l'hydroélectricité. Et donc, ça permet d'utiliser en fait ce réservoir hydraulique comme un moyen de stockage énergétique et de fournir de l'électricité 24 heures par jour. Donc, ce projet est extrêmement intéressant au niveau technologique parce qu'une des grandes contraintes aux énergies renouvelables, c'est le stockage. En matière d'impact, ce projet pourrait en fait être la base un potentiel de 340 gigawatts dans le monde, donc 340 centrales nucléaires. Donc, au niveau technologique, quelque chose de très important, surtout pour tous les pays en voie de développement avec des déserts en bordure maritime. C'est aussi un projet extrêmement intéressant au niveau financier parce que nous avons fourni 60 milliards de dollars en investissement en capital de première perte pour permettre aux porteurs de projets de mobiliser 400 milliards de dollars en investissement en capital senior. Et ça leur a permis d'avoir 600 millions de dollars de prêts commerciaux. Et donc là, on voit tous les avantages comparés en même temps, dans le sens qu'on se retrouve, on est capable de travailler avec des banques commerciales, on prend une plus grosse part de risque en utilisant notre capacité de fournir autant de l'aide en capital que des dons pour pouvoir donc avoir un effet levier extrêmement important. Si ce projet devait être couronné de succès,
on devrait pouvoir vendre notre part à des investisseurs institutionnels d'ici 5 ans. Et ceci nous permettrait d'avoir un retour sur investissement que nous réinvestirions. Et dans ce cas-là, on commence à utiliser l'argent public d'une façon vraiment catalytique où on l'utilise pour accélérer un investissement privé et à la fin, l'investissement public initial revient à l'institution publique. Un autre exemple de projet, je parlais des barrières à l'entrepreneuriat. Il faut savoir qu'une des très grosses barrières à l'entrepreneuriat, c'est le fait qu'il est quasiment impossible d'obtenir des financements au départ pour toutes les études de faisabilité. Et souvent, ce sont des millions de dollars que des porteurs de projets doivent assumer pendant plusieurs années. Et pour les très grosses entreprises, ils le font ils financent ce genre d'études à partir de leurs fonds propres. Mais pour les petites entreprises, c'est quasiment impossible. Donc, on a mis en place ici un projet, Climate Investor One, qui nous permet de fournir ce type de financement très, très en amont à des entreprises privées pour pouvoir couvrir les coûts d'études de faisabilité. Et en fait, on peut fournir des financements à ces entreprises à n'importe quel moment dans le cycle d'investissement. C'est très peu commun, ce genre de financement. Un autre exemple de projet que nous utilisons, et c'est un projet qu'on vient juste d'approuver lors de notre dernière board, de notre dernier conseil en novembre. Ça, c'est un projet de 750 millions de dollars en investissement en capital aussi au niveau sous-national, au niveau municipal et provincial. Il faut savoir qu'il est quasiment impossible pour les municipalités et les gouvernements provinciaux dans les pays en voie de développement à avoir accès à la finance, et encore moins aux investissements en capital. Et donc, ce projet va fournir un investissement en capital à hauteur de 750 millions de dollars aux petits porteurs de projets au niveau municipal et provincial. Quand vous obtenez normalement avec un dollar d'investissement en capital privé, vous avez un dollar d'investissement en capital de l'entrepreneur et vous pouvez normalement obtenir pour un dollar d'investissement en capital, un dollar des banques. Donc, en théorie, ce projet pourrait mobiliser 3 milliards de dollars. Ce que nous avons fait pour donner le jour à ce projet, c'est que nous avons décidé de fournir un investissement en capital de première perte de 150 millions de dollars. Les premiers à perdre leur argent seront les contributeurs au fonds vert. Mais si ce projet est couronné de succès, on ouvre la porte à un nouveau type de financement. Et ce projet a 42 pays, réunit 42 pays. Ça nous a permis de réduire les risques pays et donc de permettre à 13 PMA et 9 petits États insulaires, si ma mémoire est bonne, d'avoir accès à ce type de financement. Ça, c'est vraiment totalement innovant parce que c'est quasiment impossible pour les PMA et les petits États insulaires d'avoir accès à l'investissement en capital et y avoir accès au niveau sous-national, c'est encore plus rare. Et je vais peut-être donner un dernier exemple de projet. Un des gros problèmes des financements publics-privés, c'est qu'ils marchent beaucoup mieux pour les technologies déjà assez développées dans des marchés financiers importants. Donc, par exemple, les énergies renouvelables en Chine. Et ce type de financement et d'approche marche beaucoup, beaucoup moins bien pour l'adaptation, la protection des écosystèmes dans les pays les plus vulnérables. Donc là, par exemple, c'est un autre projet ARAF que nous avons développé pour fournir un investissement en capital pour les petites et moyennes entreprises qui investissent dans le domaine de l'agriculture résiliente. Ce que nous essayons, c'est mettre en place démontrer que ces investissements sont rentables et donc mettre en place créer le niveau de confort nécessaire pour que des banques locales s'y engagent dans le futur. Je vais peut-être m'arrêter là, Christophe. Merci, c'était très, très, comme on dit en anglais, informatif, ça donne beaucoup d'informations.
Bon, on n'a qu'un quart d'heure là devant nous, mais je pense qu'on ne peut pas dépasser de 5 à 10 minutes, hein. Donc, j'ai passé la parole à Nadia pour des premières réactions qui introduisent, bien sûr, les questions des participants que normalement, je voudrais savoir gérer. Donc, vous levez la main maintenant. Voilà. Oui, merci Jean-Charles. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup pour votre intervention que j'ai trouvée très informative parce que moi, je ne connais absolument rien au domaine de la finance. Et donc, ce que j'en ai compris, c'est que, en fait, votre projet, c'est de catalyser ces financements pour la lutte contre le changement climatique et finalement de proposer un certain nombre d'innovations qui permettent à la fois d'accélérer l'intégration de capitaux privés, de faire du retour sur les investissements publics. Et tout ça, donc, à destination de ce que vous avez relevé à plusieurs reprises, cette idée du verdissement. Donc moi, je suis plus dans la planification, la stratégie de long terme pour le changement pour la lutte contre le changement climatique. Et je m'interroge en fait sur finalement le lien que vous faites avec une planification, puisque il faut quand même évaluer les impacts potentiels de cet ensemble de projets. Et l'idée d'avoir, quelle que soit la théorie de marché qui va sous-tendre vos investissements, est nécessairement reliée à une évaluation, en fait. Donc, si on laisse une liberté un peu d'émergence de toutes ces initiatives, je me pose la question de savoir si à la fin, on est garant que l'association de l'ensemble ira dans le bon sens. Vous avez mentionné notamment le fait qu'il fallait une intégration en fait, des politiques pour aller vers 4 types de transitions. Alors là, moi, vous ne les avez pas décrites précisément, donc on sait très bien que parfois, il peut y avoir des éléments qui vont être contradictoires les uns avec les autres. Je suis curieuse de savoir comment vous avez cette évaluation, cette quantification. Est-ce que vous êtes associé à d'autres qui font les stratégies? Est-ce qu'il y a de la planification derrière ou est-ce qu'on est un peu dans le laisser-faire avec l'idée que verdir, ça va marcher, on sera tous verts et on ira dans le bon sens? Première question pour lancer le débat et pour sans doute faire le pont avec beaucoup d'autres. Jean-Charles, tu veux que je réponde à cette question ou on en Oui, bien sûr. J'ai Henri Prévost qui a levé la main, mais les autres peuvent lever la main aussi. Donc, la raison pour laquelle j'ai pris un petit peu de temps pour décrire les théories de marché qui sous-entendent différentes approches, c'est qu'en effet, il y a la première théorie, c'est que il n'y a pas besoin de planification, les marchés sont efficients et vont s'adapter par eux-mêmes en fonction des informations qu'ils vont recevoir. La deuxième théorie de marché, c'est que les marchés ne vont pas s'adapter si l'information n'est pas fournie et qu'il faut donc à tout prix mettre en place des initiatives pour s'assurer que cette information soit disponible. Je pense que nous partageons la même opinion qui est en fait, ça risque peu de se produire et qu'il faut au contraire s'orienter vers la transformation de marché où on essaye en fait de promouvoir un certain type de transition. Et donc, le premier résultat dans notre théorie du changement, c'est la planification, et c'est la planification des stratégies, la planification intégrée et les politiques. C'est très important au niveau des investissements de fournir une vision à moyen et long terme aux investisseurs. Et de leur dire, écoutez, à 2050, on aura atteint la neutralité carbone. Parce que pour les investisseurs, ça veut dire qu'un certain type d'investissement à 20 ou 30 ans ne seront plus rentables s'ils vont dans cette direction. Donc, la planification, ce n'est pas une alternative au financement public-privé pour promouvoir certains types de projets, c'est une précondition. Un petit mot de complément pour information pour tout le monde. Ce que tu viens de dire, et je passe la parole à… Ah, excuse-moi.
Il faut savoir que dans la négociation climat aujourd'hui, il y a un mot qui, comme ça, fait très abstrait, c'est NDC, les National Determined Contributions. Normalement, les pays en développement sont censés mettre sur la table des choses qu'ils veulent faire. Donc, toute la question maintenant, c'est de savoir comment les pays en développement sont capables de doter des outils de planification, de coordination interne. C'est un problème qui est bien sûr systémique, on va dire, c'est pas si simple que ça, mais c'est bien ça qui pose problème et c'est toute cette dynamique qu'il faut enclencher maintenant. Donc, je vois Henri, toujours Henri Prévost, je t'en prie. Oui, eh bien, merci. Tiens, je vais même me montrer. Voilà. Merci de me donner la parole. Hein. Ça fait des années que je tourne autour de tous ces chiffres et je deviens assez radical quand même. Parce que quand je vois que notre SNDC va nous amener à dépenser des centaines d'euros pour éviter une tonne de CO2 et qu'en Afrique, avec la même somme, ça suffirait pour financer l'investissement qui nous permet d'éviter 10 fois plus de CO2, je me dis qu'on marche sur la tête. Avoir une politique européenne ou française qui est limitée aux frontières de notre pays, alors que le CO2 se moque des frontières, c'est absurde et on va dépenser comme ça des milliards d'euros par an pour rien, qui seraient beaucoup mieux financés, utilisés à servir en Afrique, à financer en Afrique du photovoltaïque et des batteries en milieu rural. J'ai un ami qui est député dans une zone rurale de Centrafrique de 20 000 habitants où il y a 2 groupes électrogènes, point barre. Et j'ai donc regardé la question et j'ai vu, tout le monde le sait, qu'il y a 600 millions d'Africains entre le Sahara et l'Afrique du Sud qui sont hors réseau. Et ils vont rester hors réseau parce que les réseaux, c'est beaucoup trop cher. Ça ne sert à rien en Afrique dans la campagne. Donc, ils cherchent 50 000 euros, 100 000 euros pour faire un micro-réseau et il n'y arrive pas. Et des cas comme ça, c'est par dizaines de milliers, quand vous faites le calcul, c'est facile, 100 000, 200 000 situations comme ça. Alors les exemples que vous nous avez montrés, où vous avancez 100 millions, 1 milliard, 10 milliards par projet, fort bien, mais il faut trouver un truc pour financer ces petits réseaux par dizaines de milliers. Et ce n'est pas les jumelages avec une commune qui vont permettre ça. Bon, donc, il faut s'y mettre très sérieusement. Et ben voilà. Alors, dans tous les exemples que vous avez montrés, il y a le dernier, très bien, qui correspond à la situation que j'ai décrite. Vous en avez combien comme ça? Mais c'est surtout, évidemment, vous allez me dire qu'il faut que les pays s'organisent pour pouvoir faire ça. Mais enfin, il faut qu'on les y aide et surtout, il faut aussi qu'on cesse de gaspiller des milliards d'euros en France qui seraient beaucoup mieux utilisés en Afrique. Voilà, il y a un article qui va sortir sur le sujet dans la revue de l'énergie dans quelques semaines. Merci. Beaucoup, c'est près de 35% de nos ressources pour financer la transition énergétique et une bonne partie de nos financements dans le domaine de la transition énergétique, c'est l'énergie renouvelable hors réseau. Parce qu'en effet, en Afrique, les coûts de connexion réseau sont tellement élevés qu'il faut beaucoup mieux se diriger vers les énergies renouvelables décentralisées. Un exemple de projet que nous avons est un projet que nous avons approuvé en août dernier avec la Banque de développement de l'Afrique de l'Ouest. C'est un projet d'un peu plus de 100 millions de dollars pour l'électrification de plus de 1000 villages au Sénégal. Ça représente 8% de la population sénégalaise et un très fort pourcentage de la population sénégalaise qui n'a pas accès à l'énergie. Et ce petit projet, cette électrification de plus de 1000 villages, ça se fait au travers de financements pour des PME, ce qu'on appelle des Decentralized Energy Supply Companies, donc des petits PME qui investissent dans ces réseaux. Et une fois de plus, si ces projets prouvent être attrayants, il n'y a aucune raison pourquoi ils ne devraient pas être financés par des banques locales dans le futur. Bon, mais c'est très bien, hein, multipliez-les, hein, c'est là qu'il faut investir. Merci. Comme je vois qu'il est 56 et que personne n'a levé la main, ce qui n'est pas du tout un problème, je pense, de Marc demande de... Il y a quelques questions dans le chat hein, quand même à répondre. Vas-y, je t'en prie, c'est important. Vas-y. Alors, il y a des questions qui étaient posées sur la gouvernance, notamment comment les pays de la Convention interviennent dans cette gouvernance et sur le choix éventuel des projets.
Et qui décide notamment dans le net zéro pour 2050 et qui fait respecter cette décision? La gouvernance, elle est basée sur les NDC, sur les Nationally Determined Contributions, donc les contributions déterminées nationalement au niveau national. C'est qu'a mentionné Jean-Charles. Donc, nous fournissons, comme je l'ai mentionné, de l'appui technique, $1 million par pays et par an, pour leur permettre de développer ces contributions nationales ou d'autres stratégies à long terme. Et les projets sont normalement identifiés au travers de la formulation de ces contributions déterminées au niveau national. Et donc, ce sont les pays qui décident de quels projets doivent être financés en priorité. Et nous ne considérons pas un projet qui n'est pas aligné avec une contribution déterminée au niveau national. Et nous exigeons que nos points focaux nationaux nous le confirment. Ok, il y avait une autre question sur les PMA qui sont les plus actives pour demander des financements. Est-ce qu'on sait lesquelles elles sont? Le problème des PMA, d'abord, nous avons pour mandat d'allouer 50% de nos fonds à la réduction des émissions et 50% de nos fonds à l'adaptation. Et la moitié de ces 50% à l'adaptation doivent être alloués aux PMA, aux pays africains et aux petits États insulaires. Donc, c'est une partie très importante de notre financement. Et je n'ai pas les statistiques en tête exactement, mais je crois que c'est 30%, 29 ou 30% de nos investissements totaux dans les PMA. L'une des difficultés que nous avons au niveau des PMA, c'est que c'est surtout de l'investissement en dons. Et ce qui permet à des activités qui n'auraient pas vu le jour d'être mises en œuvre. Par contre, c'est limité au niveau des effets leviers. Et donc, une de nos ambitions, comme je l'ai mentionné, c'est de permettre de développer des instruments publics-privés qui bénéficient aussi au PMA. D'autres questions? Oui, il y a une autre question. Peut-on savoir combien d'argent le fonds vert a déjà dépensé, combien il peut encore dépenser et combien de temps il est assuré de vivre compte tenu des fonds dont il dispose? Quand devra-t-il être refinancé? Son premier financement, c'était 7,2 milliards de dollars en 2014, qui ont été entièrement alloués à la fin de 2019, début 2020. Et donc, nous avons eu une reconstitution de 10 milliards de dollars. Et actuellement, ce que nous essayons de faire, c'est approuver 1 milliard de dollars par réunion de notre conseil d'administration. Et notre conseil se réunit 3 fois par an. Donc, on essaye d'avoir 1 milliard de dollars à chaque fois d'approuver, avec un cofinancement en règle générale de 3-4. Donc, ça devrait nous donner entre 12 à 14 milliards de dollars par an. À cette allure-là, on aura épuisé nos ressources d'ici 2022, alors que notre plan stratégique va jusqu'en 2023. L'une des raisons pourquoi nous avons décidé d'accélérer de façon considérable en 2020, c'est parce que nous essayons de soutenir des initiatives de relance verte, donc des projets qui sont à la fois vitaux pour le changement climatique et pour la relance des économies après la pandémie de Covid-19. J'ai donné l'exemple du Sénégal, par exemple. Il faut savoir que l'électrification de villages, ça permet aussi d'électrifier les dispensaires et ça permet de traiter des gens, d'étendre la durée de traitement des gens de 9 heures par jour à 24 heures. Yael, tu as un dernier jeu? Il y a une dernière question sur les financements dans les parcs. Est-ce qu'elles correspondent à des modèles et des demandes énergétiques pour les pays concernés et sur la base de quelle hypothèse, évolution croissante, stable ou décroissante par rapport à aujourd'hui? C'était pas très clair, j'ai pas saisi là, le début de la question.
Alors, il demande si les financements dans les parcs tels que ça a été présenté correspondent à quel modèle et de demande énergétique. Oh, la plupart des pays en voie de développement actuellement ont un déficit au niveau énergétique. Donc, ça peut être un déficit très grave, vous n'avez pas d'électricité du tout, vous n'avez pas accès à l'électricité, ou ça peut être des conditions où vous perdez l'accès à l'électricité 2, 3, 4 heures par jour. Donc, le manque, les déficits en approvisionnement en électricité sont une immense contrainte pour un développement durable. Donc, la demande n'est pas un problème actuellement. Il est peut-être temps de conclure. Je fais simplement une petite remarque avant, si Yannick veut dire un dernier mot. Personne ne lève la main et les questions étaient, à mon avis, importantes. Je vais peut-être dire quelque chose pour conclure sur la fin. C'est-à-dire que tu as parlé des NDCs, on a plusieurs reprises. Il faut voir quel rôle ça joue, cette histoire. Moi, j'ai été négociateur sur le climat, je le suis moins maintenant, hein, mais j'ai assisté aux dernières rencontres au GIEC et c'était impressionnant. Vous avez d'un côté des NDCs, des National Development Contributions, où les pays sont censés venir. Et puis, vous avez en face la promesse de les financer. Vous avez des pays qui disent, mais moi, je ne prends pas de NDCs si on ne me les finance pas. C'est un peu la poule et l'œuf. Et ce qui est important dans ce que vient de dire Yannick, qu'on va essayer de donner dans notre rapport, c'est que en Europe surtout, on a plutôt tendance à dire « donnez-nous de l'argent, donnez-nous de l'argent ». Et si vous regardez bien ce que Yannick a dit, oh, l'argent, on peut le trouver. Il y a bien d'autres obstacles qui font que ça ne passe pas. Hein, les small business, enfin les projets de petite taille, les temps de négociation, ce qu'on appelle la fragmentation des outils d'assistance. Donc la question, c'est un problème de poule et de l'œuf, c'est qu'on a cet écart entre, par exemple, en Europe, on dit qu'il faut verdir les portfolios, il y a une sorte de démarche très top-down dans les milieux financiers qui disent c'est très bien, on va demander, on va avoir des indicateurs pour dire quelle partie du portfolio sera vert et puis pas vert, mais avec des indicateurs extrêmement globaux. Or, tout se joue sur le terrain et sur cette articulation entre ce qui se passe sur le terrain, les outils de planification dans un pays, les outils d'intégration de tes objectifs et les, entre guillemets, petits détails techniques que Yannick a bien décrits dans son exposé et avec ses exemples. Donc, c'est simplement pour dire que là, on a vraiment un combat important parce que si on continue, là, je prends une cassette très européenne. Alors, Yannick est français, mais il vit en Corée. Et donc, si vous voulez, il y a actuellement, si vous voulez, dans nos pays en Europe, une sorte de vision de ce qu'il faut faire pour la transition qui est un problème de demande de financement, sans voir que le problème de fond, c'est changer des mécanismes profonds de décision. Voilà. Et ça, c'est l'objet, à mon avis, de COP26. Alors, j'espère qu'il y aura des initiatives prises à la prochaine COP, mais c'est bien dans ce sens-là qu'il faut aller, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de verdissement. S'il n'y a pas de projet vert, il n'y aura pas de projet vert. Si on ne transforme pas les conditions d'émergence de ces projets. Voilà. Et c'est pour ça que je remercie Yannick d'abord de son intervention, puis disons, de soutenir des efforts pour mettre ça sur la table. Donc, écoutez, je vous remercie. S'il n'y a pas de regret, on a débordé de 5 minutes, hein, ce qui n'est pas beaucoup. C'est une technique que j'ai la première fois que j'utilise, donc j'espère que les gens ne sont pas frustrés. Ben, c'est dommage qu'on ne puisse pas se voir. Donc, je vous remercie beaucoup d'être venu et je remercie Yannick pour avoir fait l'effort. Il est quelle heure chez toi? 11 heures, quelque chose. Bon, ça va. C'est encore j'ai commencé ma journée à 5 heures du matin, donc j'ai fini, j'essaie de compter les heures. C'est encore décent. Bon, écoute, merci Yannick et merci à tout le monde et j'espère que ça vous a intéressé. Et alors, on vous enverra les transparents qui sont importants et puis le rapport quand il sera fini parce que finalement, c'est important aussi. OK? Au revoir.